Je suis absolument contre cette dissolution. Je la juge stupide et d'abord irréalisable, puisque les Soulèvements de la Terre n'est pas une association, c'est une fédération d'associations, c'est un groupement. Donc juridiquement, ça n'existe pas. Deuxièmement, qualifier d'éco-terroriste, c'est utiliser le mot terroriste dans des conditions qui sont indécentes. On ne met pas sur le même plan des gens qui manifestent contre un trou qui sert de bassine et quelqu'un qui tire dans le tas au Bataclan ou qui égorge M. Samuel. Monsieur Mélenchon, si je puis me permettre, sur les soulèvements de la Terre, il n'y a pas seulement le fait de s'opposer à certains projets, il y a le fait à Sainte-Soline d'organiser une manifestation qui est interdite et parfois de cautionner ou de ne pas condamner des gens qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Il y a ce qui s'est passé à Nantes, le fait d'aller saccager des cultures qui avaient vocation à essayer de se passer de pesticides. Il y a ce qui se passe ici avec le fait de continuer à aller se mobiliser alors même que la manifestation est interdite. Vous voyez bien qu'il y a un sujet de rapport à la loi et à la violence dans la façon dont se comportent les soulèvements de la Terre. Non, mais monsieur Duhamel, vous avez raison de dire qu'il y a un problème. Le problème, c'est le comportement du gouvernement, condamné par l'ONU, condamné par la Cour européenne de justice et condamné par pratiquement tout l'univers civilisé. Et dans les pratiques des soulèvements de la Terre, il n'y a pas de problème. Pardon, laissez-moi finir ma phrase, s'il vous plaît. Il y a donc une pratique violente, délibérée. À Sainte-Soline, la violence a été provoquée par M. Darmanin. Je répète, a été provoquée par M. Darmanin. Quand vous tirez, de votre propre aveu, 4000 grenades sur 6000 grenades sur 4000 manifestants, admettez qu'il y a un problème. Et quand on jette des pavés sur les forces de l'ordre, c'est de la faute de Gérald Darmanin ? Quand vous, monsieur, je vois que vous êtes trop jeune pour savoir ce qu'est une confrontation. Voyez-vous, le maintien de ce qu'on appelle l'ordre, ça consiste à trouver un équilibre où tout le monde trouve son compte. Que la société ne veuille pas qu'on fasse des dégâts dans une manif, c'est tout à fait normal et je pense... Mais les manifestants violents, monsieur Mélenchon, ça existe. Les manifestants violents, monsieur, sont punis par la loi. Pourquoi dissoudre toute une association? Par exemple, un journal qui mentirait, on interdirait BFM, ce serait ridicule. Bon. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vous entendre tout simplement condamner les violences? On ne peut pas défendre l'écologie sans violence. Non, attendez, c'est pas la question qui m'a été posée. La question m'a été posée, est-ce que j'approuve ou non la dissolution de l'association? Oui, mais on attend toujours de vous entendre condamner les violences. Mais laissez... Si tu aimes les analyses des débats politiques, abonne-toi. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon rassemble autant de soutien malgré les attaques médiatiques? Ce livre décrypte la défiance populaire, la crise démocratique et le réveil citoyen en France. Résistance, le combat pour une nouvelle France maintenant à 9,99 € au lieu de 14,99 €. Développer un argument. Oui. J'entends ce que vous me dites. La violence, mais madame, je ne l'ai jamais recommandé. J'ai toujours dit qu'il fallait pas faire ça, que c'était absurde, que ça servait. Regardez, les gens qui m'écoutaient, écoutez-moi, les gens qui m'écoutaient. Chaque fois que vous jetez une pierre, ces trois-là passent ensuite la moitié de l'interview à me parler de ça, au lieu de me parler du fond de la question. Pardonnez-moi, mais il se trouve que... J'ai compris. Ouais, ça fait mais non, mais vous réclamez la précision, monsieur Mélenchon, soyons précis et honnêtes. Donc, ça fait 3 minutes et 2 questions sur un quart d'heure. Donc la violence ne sert qu'une chose. Elle ne sert qu'à donner les prétextes, à ne parler que de ça et plus du fond. Maintenant, là où je vous interroge tous les deux, et vous trois, et nous tous qui nous écoutez, est-ce que vous comprenez qu'il se produit quelque chose dans la mentalité de la jeune génération? Est-ce que vous le comprenez? La jeune génération est révoltée, à juste titre, contre l'indifférence au saccage de la nature. Mais ça a d'ailleurs été théorisé. Il est impossible, quoi qu'on fasse, le pouvoir s'en fout. On fait 6 mois, 8 mois de grève, de manifestations tranquilles, calmes, contre les 2 années de retraite de moins, et il ne se passe rien, il passe en force. Mais le Lyon-Turin, ça fait 2 ans que ça dure, qu'on oppose des arguments, il ne se passe rien. La violence est déclenchée par le refus des autorités d'entendre ce qui se passe. Et vous la justifiez ? Donc ça veut dire au fond, comme il y a un silence de l'État, comme le gouvernement n'entend pas la colère, au fond la violence finit par être une sorte de mal nécessaire. C'est ce que vous dites? Non, c'est ce que vous dites vous. Non, mais si vous dites à la fin, la violence, il n'y a pas d'autre possibilité, il y a la révolte. Écoutez, c'est vous qui venez de le dire. Moi, je ne dis pas ça. Je pense, et tout le monde m'a entendu dire exactement le contraire il y a quelques secondes. Donc, monsieur Duhamel, vous perdez votre temps. Ne faites pas les réponses à ma place. Pour ma part, compte tenu de mon expérience de vie dans ce domaine, pas seulement de la dernière manif, de tout ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu quand il y a eu de la violence et quand il y a eu de la guérilla. Je dis, ça ne sert à rien. La non-violence, j'ai le droit, c'est ma philosophie personnelle. La non-violence et la riposte non-violente est la solution. Mais quand des gens
font de la violence, au lieu de considérer que ce sont des délinquants qu'il faut immédiatement capturer, dissoudre leurs associations, les mettre en garde à vue sans décision de juge, j'essaye de comprendre. Et je me dis, comment pourrait-on faire pour que les mêmes ne pensent plus que la violence est une solution? J'essaye de réfléchir. Vous demandez comment réprimer. Nous n'avons pas le même point de vue dans la vie. Je voudrais revenir un instant, s'il vous plaît, rapidement. Je dis rapidement parce que... Je fais ce que je peux. Hein. Ouais, la question de l'eau, d'un mot, parce qu'on a vu des cartes là passer cet été. En fait, par système de miroir assez étonnant, la sécheresse s'est installée au nord, il manque pas d'eau au sud, mais cela va évoluer dans les semaines qui viennent. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire, en gros, selon vous? Est-ce que les gens qui ont des piscines, on leur dit vous ne les remplissez pas? Est-ce que les infrastructures publiques, de la même manière, on arrête d'arroser? Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Ou est-ce que ça doit être différent? Il faut aller jusqu'où il faut. Si on manque d'eau, il faut faire des priorités. N'est-ce pas? Là, je réponds comme quelqu'un qui essaye de réfléchir rationnellement. Si il manque d'eau, alors il faut rationner l'eau qu'on utilise, ou l'utiliser à bon escient. Bon, peut-être que c'est pas urgent d'arroser les golfs. Peut-être qu'il y a certains arrosages en plein midi, que j'ai vus sur des cultures, qui sont absurdes. C'est-à-dire, nous devons arrêter d'exporter de l'eau. Par exemple, quand on arrose un champ de maïs qui est destiné à aller nourrir les poules chinoises, non seulement nous nourrissons ces braves bêtes, mais nous exportons de l'eau. Il faut donc cesser d'exporter de l'eau. Il faut cesser d'arroser tout et n'importe quoi. Mais je voudrais vous dire qu'une fois de plus, le problème n'est pas traité comme il le faut avec sérieux. Voyez-vous, j'ai commencé ma campagne présidentielle à 2 ans avant l'élection, c'est dire, j'ai pris le temps, et j'ai commencé par un meeting sur l'eau. Et pour que ça capte l'attention, malheureusement, je n'y suis pas arrivé, on avait fait un meeting en réalité augmentée. Hein. Bon, ça n'a rien donné. J'ai essayé à plusieurs reprises, et là, pour le coup, c'est pas la faute de la presse. Parce que, bon, pour une fois. Oui, pour une fois, comme vous dites, mais pas toute la presse, parce que je ne m'intéressais à rien, mais l'AFP, oui. Et ils avaient fait plusieurs communiqués pour dire ce qu'on était en train de dire. Et je lançais l'alerte. Alors maintenant, je vais en faire une autre. Et je vous demande de m'écouter. La situation va s'aggraver. Pourquoi? Parce que la fonte des glaces va plus vite que prévu, ce qui signifie que l'eau froide qui descend dans l'océan universel est plus importante, et donc le tapis roulant qui fait le tour depuis l'Atlantique, ensuite revient comme ça, qui est un tapis roulant de courant dans la mer, est modifié, ralenti, et à certains endroits, il s'arrête. Par conséquent, les saisons vont changer, et vous avez fait remarquer que c'est curieux, le sud et le nord ne réagissent pas de la même manière. Vous n'avez pas fini d'en voir, et nous sommes entrés dans une ère de grande incertitude. Par conséquent, ce que le pouvoir n'a pas fait, alors que l'alerte lui a été donnée, alors que tous les scientifiques donnent l'alerte, alors que la plupart des politiques qui s'intéressent à l'écologie l'ont fait, n'a rien fait. On n'a même pas acheté un Canadair de plus. Et aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons, vous ne savez pas comment on fera pour amener de l'eau dans les villages où il n'y a plus d'eau. Et puisque vous me parliez tout à l'heure du Lyon-Turin, il y a 16 puits pour puiser de l'eau qui sont asséchés du fait du Lyon-Turin, ce qui est contraire à toute la loi. Mais du coup, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque vous dites que le pouvoir n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Oui, alors... Ah ben oui, non, mais déjà, alors c'est à moi de débrouiller la situation. Dans ce cas, élisez-moi tout de suite, hein, parce que je m'en occupe. Non, mais comme c'est vous, vous qui êtes mon invité aujourd'hui, je vous pose la question à vous, si vous voulez bien. Comme M. Macron sera là, je lui poserai la question différemment, mais sur le même sujet. D'accord, merci. Non, mais vous avez raison, on peut se marrer un peu quand même. C'est des sujets un peu graves. Hein. Bon, alors, ben déjà, on commence par dire où il va manquer de l'eau, parce qu'on sait à peu près. Les villages où il y avait déjà un problème. Les villes, parce que... Je vais vous dire, il y a un endroit où il n'y a pas d'eau depuis des mois et des mois, c'est la Guadeloupe. D'ailleurs, là aussi, l'ONU nous a dit, écoutez, 1 an sans eau, ok, 2 ans, passons, 3 ans, passons. Mais 5 ans, mais 6 ans, mais 10 ans. Et vous faites toujours rien, les Français. Par conséquent, nous savons que le pouvoir est capable de ne rien faire quand il y a une situation très grave et dire, bah, écoutez, on verra. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'automne reviendra. Quelles sont les solutions? Ah ouais, non, mais je veux quand même dire les responsabilités. Moi, ma réponse est simple, elle est de logique. S'il manque d'eau, on voit comment on fait pour la compenser. Les préfets, au lieu de s'occuper d'interdire des manifestations ou de les rendre bordéliques comme hier, doivent s'occuper de savoir comment les endroits où on manque d'eau vont être approvisionnés. Si on approvisionne, ça veut donc dire que certains usages seront dorénavant bloqués. Par exemple, Vittel doit arrêter de pomper de la flotte dans la nappe phréatique qui est en dessous, parce que les petites villes et les villages qui sont autour n'en ont pas, voyez-vous? Donc c'est eux qui devraient avoir l'eau, et pas l'entreprise Vittel qui la prend gratuitement sur le dos de tout le monde. Et ainsi de suite. On économise, c'est-à-dire qu'on partage différemment l'eau. Que voulez-vous faire d'autre? Je ne peux pas faire pleuvoir, mais je vous jure que si je pouvais le faire,
j'irai le faire tout de suite. Et nous allons revenir en direct dans un instant pour la suite de cette émission avec Jean-Luc Mélenchon qui est notre invité ce midi. A tout de suite. Monsieur Mélenchon, on fait apparaître 3 photos d'actualité dans le mur derrière moi. Vous allez pouvoir en choisir 2. Vous allez voir Elon Musk et Bernard Arnault ensemble. Vous allez voir Marlène Schiappa et le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, avec Emmanuel Macron. Quelle première photo choisissez-vous? Alors, Musk et Schmoll, là, et puis là-bas, qui est à côté de Musk? Bernard Arnault. C'est Bernard Arnault. Voilà. Alors on va commencer avec celle-là. Bernard Arnault, excusez-moi, j'ai dit Schmoll, c'est une vieille habitude. Et là-bas, les 2 autres. Monsieur Macron Ben et Ben Salman. On va commencer avec Elon Musk et Bernard Arnault. Ce sont donc les 2 hommes les plus riches du monde. À eux deux, 400 milliards d'euros de fortune. Cette photo a été prise cette semaine parce qu'Elon Musk est venu à l'occasion du salon Vivatech en France. Ils ont déjeuné ensemble. Et cette photo, elle a provoqué un raz-de-marée de commentaires. Je voudrais savoir ce qu'elle inspire pour vous. Les 2 personnes, comme êtres humains, je ne les connais pas, donc je n'ai pas d'avis sur le sujet. Mais pour ce qu'ils représentent, oui, j'ai un avis. Les 2 représentent ce qui, à mon avis, est le plus immoral dans le mode de production capitaliste, c'est-à-dire une accumulation gigantesque qui se fait nécessairement au détriment des autres. Hein. Ce qu'ils ont, c'est ce que les autres n'ont pas. Et puis, tous les 2 pilotent des projets qui posent problème. Alors là, c'est un mania de l'opinion, mais de bien d'autres choses. Et Monsieur Musk, surtout, pose problème. C'est lui le plus qui soulève le plus d'interrogations par d'abord ses idées. C'est un homme qui est très proche d'une forme d'extrême droite très radicale, quasi suprématiste. Comme il a les moyens de ses idées, je le considère comme très dangereux. Il vous plaît pas sur l'aspect de développement spatial, vous qui êtes féru du sujet, qui en avez beaucoup parlé? Ouais, d'abord comme parce qu'il contribue à sa manière à faire avancer pour le coup la recherche et l'exploration. Je pense qu'on n'avait pas besoin de lui parce qu'il ne fait rien en réalité. Pardon, je vous donne mon point de vue tout cru. Tant pis, ça me vaut des problèmes. Mais Monsieur Musk n'existe que parce qu'il a des contrats de la NASA et que c'est plus l'État américain qui fait, c'est lui. Alors les Français ont été capables, avec bien moins de moyens, de développer la fusée Ariane, sur laquelle les autres pays mettent leur décalcomanie, et peut perfectionner le système. Mélenchon, d'un mot, Emmanuel Macron se bat aussi pour que Elon Musk implante une usine Tesla en France. Si vous étiez président, vous n'essayeriez pas de convaincre ce type de milliardaires d'implanter des usines en France pour créer de l'emploi? Pour créer de l'emploi et des bagnoles qui consomment, qui sont... Non, je ne ferai pas ça. Si j'étais le président de la République, d'abord, je ne tiendrais pas des discours abstraits comme le président Macron qui... Plus d'usines. Non, mais d'accord, il dit qu'il faut réindustrialiser. Dès qu'il y a un type qui vient avec 3 clochettes, on dit « Ah, bravo, merci ». Bon, non, tout ça est ridicule. Réindustrialiser n'a pas de sens si on ne dit pas pourquoi faire. Par exemple, moi je vous dirais, nous devons avoir en France une capacité de fonderie et de traitement de tel ou tel métal parce que nous en avons besoin pour faire des rails pour développer le chemin de fer ou pour fabriquer des machines ou l'eau motrice. C'est-à-dire réindustrialiser, ça ne veut rien dire. C'est le marché qui va réindustrialiser. Non, pour moi, c'est la volonté, la direction dans laquelle on va. Voilà, donc il faut faire des machines marémotrices en France. Pour ça, il faut qu'il y ait des usines qui ouvrent. Et si personne ne veut les ouvrir, alors l'argent public peut y servir pendant un temps avant qu'on en crée des coopératives, etc. Je sais comment faire. L'autre photo, c'est donc le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Il a donc été reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée. La Ligue des droits de l'homme dénonce cet entretien. Je la cite, estimant qu'il s'agit du triomphe du pouvoir et de l'argent. Est-ce que vous êtes d'accord ? En général, je suis plutôt de l'avis de la Ligue des droits de l'homme, cette fois-ci encore. Mais je voudrais, pour la majorité des Français qui sont hostiles à la peine de mort, qu'ils sachent que cet homme, dans son pays, on a guillotiné 196 personnes, pas guillotiné, coupé la tête au sabre. Et cette année, encore plus. C'est-à-dire, alors ça a 2 leçons. La première, c'est qu'en principe, on n'est pas obligé de s'embrasser sur la bouche avec un tel personnage, qui n'est élu par personne, je tiens quand même à le rappeler. Mais deuxièmement, ça vous montre que la peine de mort n'est nullement dissuasive, car il y a 7 fois plus de gens qui ont été... à qui on a coupé la tête cette année qu'en 2021. Par conséquent, ça montre que ça n'avance pas. Mais le fait le plus important, je demande aux Français de bien m'entendre là. Écoutez, ce type a décidé de réduire la production de pétrole de son pays. C'est ça qu'il a décidé. Donc, le prix du pétrole va augmenter si on diminue la quantité disponible. C'est donc un problème pour nous tous. Et nous avons intérêt à lui dire, monsieur, vous êtes assez gavé d'argent sur le dos du monde entier. Donc vous l'auriez reçu pour lui dire ou pas ? Pardon ? Vous l'auriez reçu pour lui dire ou pas ?
comme président de la République, en principe, c'est vous qui invitez les gens. Les gens, ils viennent pas tout seuls. Si vous avez envie de leur dire des choses désagréables, dans le système diplomatique, vous envoyez vos ambassadeurs ou votre ministre pour dire, écoutez, arrêtez. Et dernier élément, pardon, il faut à tout prix que je dise ce que j'ai à dire. Monsieur Ben Salman a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a décidé qu'il n'était pas fermé au fait que le commerce mondial ne se fasse plus en dollars. Personne n'y comprend rien, mais moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, les pays qui veulent faire ça représentent 35% de l'économie mondiale. S'il décide de ne plus commercer en dollars, nous allons devant d'une catastrophe. Monsieur Ben Salman a-t-il réfléchi à ça? Ou bien s'apprête-t-il à soutenir la proposition de Jean-Luc Mélenchon qu'il y ait une monnaie commune de référence qui ne soit plus le dollar et abondée? Monsieur Mélenchon, et je dis Monsieur Mélenchon pour l'accabler, le malheureux, car c'est aussi une idée qui vient du Brésil et de la République populaire de Chine, ce qui ne se cite pas en France. Monsieur Mélenchon, on va vous montrer des images de la marche blanche qui a lieu en ce moment même en hommage à la jeune Lindsay, donc elle s'est suicidée à l'âge de 13 ans en raison du harcèlement scolaire dont elle était victime, et elle en a fait part. Il y a un témoignage ce matin dans Le Parisien de sa meilleure amie qui raconte comment ça a commencé. C'est d'une futilité abominable. En gros, des petites filles la trouvaient trop coquette ou pas sympa ou pas assez jolie, enfin peu importe. On en est arrivé là. Bien sûr. Vous, président de la République, puisque vous en parliez il y a quelques instants, vous avez utilisé cette expression. C'est pas le cas, et je ne suis pas candidat, je le rappelle. Mais alors qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre le harcèlement scolaire de manière efficace? Parce que ça existe depuis toujours, on pourrait citer la guerre des boutons, etc. etc. Ouais. Il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Snapchat. Oui, ça existait depuis toujours. Personnellement, j'en ai fait l'objet quand je suis arrivé en 6e, j'étais un petit pied noir, donc j'aime mieux vous dire qu'on a été très mal accueillis par des mots qui n'étaient pas aimables du matin au soir. Mais maintenant, ça peut devenir extrêmement obsessionnel. Donc il y a plusieurs choses. D'abord, il faut étudier ces questions avec du soin. C'est une question où on a besoin du savoir des psychologues, des sociologues, etc. pour nous aider à comprendre. On a repéré que les victimes du harcèlement étaient surtout dans l'année de transition de la 6e. Et plus particulièrement lorsqu'on tombe sur des jeunes garçons ou des jeunes filles qui sont à l'âge de la puberté. Donc, ce sont des moments qu'il faut observer avec attention pour savoir comment intervenir. Après, il n'y a pas d'autre solution que, premièrement, côté école, améliorer l'encadrement humain. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse aller voir quelqu'un. Donc, il faut qu'il y ait au moins un conseiller principal d'éducation. Puis, honnêtement, le surge, ça fait un peu peur, comme on disait. Donc, il faut qu'il y ait des surveillants avec qui on peut aller parler, à qui on dit « Attention, mon garçon, pardon, on ne parle pas comme ça, monsieur, madame, vous devez être à l'écoute des gens, regardez bien, faites attention. » Et côté parents, aussi, il faut dire aux parents, les parents ne sont pas préparés. Regardez un parent, il va dire, si vous donnez quelque chose à un gosse, le gosse va prendre. Et le parent va en général dire, on dit merci, alors il dit merci. Les parents sont préparés à une série de codes sociaux, mais ils ne sont pas préparés à tous. Et donc, ils ignorent totalement ce que peut être le harcèlement et surtout la violence de ce qu'on ressent. Alors souvent, les parents, en l'espèce dans l'affaire de la petite Lindsay, parfois étaient pas du tout, parfois même accompagnés le harcèlement ou étaient parfois complices. C'est-à-dire qu'il y a aussi des parents qui ne mesurent pas ce que sont en train de faire leurs enfants. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais si c'est ça, c'est absolument condamnable. Par contre, les gens qui sont là, c'est très important, qui viennent à la marche, etc. Pourquoi? Parce qu'ils rendent majoritaire une idée. C'est-à-dire que plein de parents vont se dire « Ah ben oui, quand même, moi je suis d'accord avec eux ». Et donc, à partir de là, peut-être vont-ils être plus vigilants et dire à leurs enfants « Dis donc, toi, tu fais quoi là avec ton ordinateur là? T'écris à qui » Voilà. Jean-Luc Mélenchon, sujet qui concerne l'école, ouais. Oui, qui concerne des écoles élémentaires à Nice. Vous avez dû en entendre parler. Il y a eu, il y a quelques jours de ça, des prières musulmanes qui ont été faites à l'heure du déjeuner par quelques élèves. C'est un phénomène assez limité, mais Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, parle de graves atteintes à la laïcité. Est-ce que vous êtes vous aussi choqué? Est-ce que vous reprendriez ces mots-là? Donc pas choqué du tout apparemment. D'accord, je suppose que je dois être choqué, mais d'abord commençons par dire que réellement le problème de l'école primaire aujourd'hui, c'est pas ça, c'est les classes qu'on ferme, c'est les gosses qui peuvent pas manger, c'est les 8 millions de Français qui mangent pas à leur faim, qui bouffent les restes de leurs gosses, enfin, c'est la cata qui se répand dans ce pays social. Alors après, une attendez, qui s'appelle la laïcité. Qui va dire on est d'accord avec une prière à l'école, quelle qu'elle soit, que ce soit une prière catholique, musulmane, juive ou ce qu'on veut? Personne, nous ne sommes pas d'accord. Et je vais dire une chose, moi je ne suis pas théologien, par conséquent, c'est pas à moi de dire. Mais la prière, en général, dans toutes les religions du monde, est entourée d'un certain nombre de précautions. Dans l'islam, en particulier, il y a des ablutions, etc. Les catholiques, normalement, doivent prier, si vous suivez la Bible, 7 fois par jour. S'ils
suivent la religion telle qu'elle est pratiquée ces 3 Et fois là, par ce jour. sont des enfants. Mais on va pas faire ça à l'école, c'est pas le sujet. Et d'ailleurs, dans la tradition musulmane du Maghreb et français, c'est un islam qui dit qu'il faut se soumettre aux lois du pays dans lequel on est. Par conséquent, ceux qui font ces prières se comportent d'une manière qui n'est pas acceptable, Monsieur ni du Mélenchon. point de vue de l'école, ni du point de vue de la religion. Rapidement, la question que vous pose aussi Amandine, c'est celle du respect de la laïcité à l'école. On a vu ces derniers Mais temps pourquoi aussi... vous faites le commentaire de ces questions? Non, mais Il est c'est assez pour grand rebondir. le La dire question toute est seule. très claire et c'est vous m'avez pour pas rebondir. Un phénomène de recrudescence du port d'abaya à l'école qui a été quantifié. Là encore, 500 signalements, sans doute beaucoup plus, parce que ça n'a pas été signalé. Ouais. Quand on a entendu les réactions dans votre camp, on disait non, il faut pas s'en prendre, faut pas stigmatiser la communauté musulmane. Attention à l'islamophobie. Est-ce que là, il n'y a pas une forme de déni de ne pas voir ce qui se passe dans certains collèges, dans certains lycées sur Non, ce sujet? il n'y a pas de déni et il y a une obsession de votre part. C'est obsessionnel. Il faut continuellement que vous parliez de tout ce qui, de près ou de loin, permet de montrer du doigt les musulmans. Alors, je le redis, vous pouvez dire que c'est pas votre avis, c'est le mien. Je dis qu'il y a une obsession contre les musulmans dans les médias et dans la parole officielle de ce pays. Donc le port d'abaya, c'est pas un problème. L'abaya n'est pas une tenue reconnue par la foi musulmane comme une tenue Mais musulmane. certains disaient la même chose pour le voile, monsieur Mais Mélenchon. attendez, je voudrais qu'on avance, monsieur, s'il vous plaît. vous êtes un savant de la théologie musulmane. tout, je vous pose des m'incline questions. devant vous. Mais l'organisation qui s'occupe du culte musulman en France, qui peut-être a une Le CFCM. C'est ça. petite supériorité en matière de religion que vous. Hein. Je ne veux pas critiquer votre connaissance de l'islam. Mais eux, ils disent que c'est pas une tenue Donc vous musulmane. vous alignez sur la position du CFCM et vous dites les abayas, pas de problème, on peut continuer à en porter au collège On et va au lycée. avancer, s'il vous Ouais, plaît. bah, Merci, si c'est ça que Benjamin. vous voulez me faire dire, tiens, pour une fois, je vais être d'accord. Et je voudrais Eh ben quand même voilà. dire- Non, mais c'est attendez, mais monsieur Duhamel, vous êtes là pour ça. Je sais ce que vous faites. Hein. Tout le monde le sait, tout le monde le comprend. Très bien. Oui, bon, on a compris. Alors, l'abaya est une tenue inventée par les Bédouins contre la chaleur. Et puis, ça s'est répandu. Peut-être que vous avez vu des gens porter des fois des turbans, porter toutes sortes de choses. Non, mais on peut pas dire que ça n'a rien de Et religieux. ça n'a rien à voir avec la religion. Bah. Les jeunes filles, pour des raisons qui leur appartiennent, monsieur Duhamel, peuvent parfois, à certains moments, préférer telle tenue plutôt qu'une autre. En particulier, à certains âges, vous l'apprendrez, peut-être qu'un jour, vous aurez une adolescente à la maison et vous aurez l'occasion de vous en rendre compte, il y a dans l'évolution du corps des moments qui sont un peu problématiques pour les Monsieur intéressés. Mélenchon. Et ça dure quelque temps. L'abaya n'est pas un problème. Le problème de l'école, c'est le nombre de profs qui manquent, l'insuffisance de l'accueil, l'impossibilité de discuter. L'abaya, il y en a des grandes, des petites, des moyennes. Et après tout, vous savez, mon père était absolument révolté quand il m'a vu arriver avec les cheveux sur les épaules et une chemise à fleurs. Alors, s'il y avait eu des gens comme vous à l'époque, ils auraient dit « Comment, des chemises à fleurs ?» Monsieur Mélenchon, Est-ce que s'il vous vous plaît. savez que l'homosexualité est réprimée? C'était dans la loi jusqu'à 1982. Monsieur Duhamel. Alors vous voyez, les mœurs, les habitudes, les habits, tout ça change. C'est pas la peine d'en faire des drames et d'embêter 6 millions de musulmans dans ce pays en les montrant du doigt tous les 5 minutes. Monsieur Mélenchon, l'actualité a été marquée par un nouveau drame en mer Méditerranée avec la mort de centaines de migrants. À un moment où l'Union européenne, sous présidence suédoise, se met d'accord sur de nouvelles règles pour l'accueil des réfugiés dans l'espace Schengen, avec, en gros, pour dire les choses rapidement, une nouvelle répartition, si on peut dire les choses comme ça, des gens qui arrivent, et une sanction financière de 20 000 euros par réfugié pour les pays qui refuseraient de les accueillir. Tout ça a prêté lieu à des discussions assez tendues. Comment est-ce que vous vous situez sur ce sujet ? Alors, d'abord, ce qui se passe en Méditerranée est abominable, hein, on est tous d'accord. Le comportement des autorités grecques est atroce. J'ai lu un article de Libération où ils disent que les gardes-côtes refoutent les gens à la mer, des fois les attachent, enfin bon, c'est abominable. Donc les autorités grecques ne doivent pas se comporter comme ça et on doit les montrer du doigt. Mais après, on comprend une chose, c'est qu'avec les accords de Dublin, là où vous arrivez, vous restez. Donc celui qui est là au bord, il est mal. Bon, c'est-à-dire les Grecs, les Italiens et en partie nous les Français, comme nous sommes plus loin des zones de départ, moins. Bon, donc ça c'est inacceptable. Ah, ça provoque des débats absurdes. Bon, parce que ça fait maintenant quelque chose comme 30 ans que tous les ans, nous avons une circulaire ou une loi. Tous les ans. Et ça donne quoi comme résultat? Rien, que l'année d'après, on en reparle et on refait une circulaire ou on refait une loi. Je voudrais que les Français se souviennent, au moment où on parle de cette immigration qui peut-être fait peur à certains d'entre eux, hein, je voudrais qu'ils se rappellent que 131 000 Français ont quitté la France en 2021, que 800 000 Grecs ont quitté la Grèce depuis 2008, pardon, portugais, et 400 000 Grecs. Autrement dit, nous aussi nous migrons. Et si nous ne voulons pas que nos enfants
nos familles soient maltraitées, peut-être peut-on réfléchir à ce qu'on fait. Vous m'avez posé la question de l'Union européenne. Ce qu'a décidé l'Union européenne est une honte. Une honte. Parce que normalement, on devrait dire, aucun d'entre nous n'a envie de voir arriver comme ça des gens. Il va en arriver de plus en plus, compte tenu du changement climatique. Alors, il faut répartir. Il faut répartir d'autorité. C'est-à-dire, quelqu'un arrive, il est là, on le met à un endroit, comment vous appelez, d'où c'est que vous venez, etc. Et on dit, bah, vous allez en Allemagne, vous allez en Suède, vous allez... Il y a des pays qui veulent pas. Alors, à l'arrivée, ils veulent pas, mais la question n'est pas de savoir s'ils veulent ou pas. La question est de savoir si c'est nécessaire ou pas. Est-ce que ces pays sont d'accord pour dire alors la Grèce et l'Italie recueillent tous les immigrés qui passent la mer? À quoi ça sert d'être l'Union européenne? Maintenant, votre présentation aussi pose problème. Je ne vous en veux pas. Non, c'est ce qui est écrit. Il faut voir comment ils présentent les choses. Ils disent il y a une sanction de 20 000 € quand vous refusez. Vous n'avez pas compris le truc. C'est que si vous donnez 20 000 €, vous êtes débarrassé. Oui, c'est ça. Eh ben oui. Non, mais c'est quand même pas la même chose. Ça veut dire que ceux qui ont de l'argent pour se payer le fait qu'ils n'aient pas d'immigrés, ils y ont droit, par exemple, Alors les Allemands. Mais les Allemands, ils les accueillent. Pourquoi? Parce qu'il leur manque presque 30 000 scientifiques chez eux. Alors, monsieur, je termine. L'abomination par-dessus tout, c'est qu'on ait décidé d'inventer l'expulsion vers des pays tiers sûrs. C'est-à-dire, je vous expulse, et le pays d'où vous venez veut pas de vous. Ou dit c'est pas moi, je le connais pas celui-là, alors on ne sait pas quoi faire de vous. Ça vous donne une obligation de quitter le territoire et vous restez là. On a inventé les hotspots, c'est-à-dire qu'on va installer des camps dans les pays qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Et ça commence immédiatement avec qui? Avec ceux qui ne peuvent pas dire non. C'est-à-dire la Tunisie qui aujourd'hui est pris à la gorge par le FMI. On lui dit, si vous prenez un camp pour faire le hotspot, alors Monsieur Mélenchon, les gens qui sont chez vous, nous vous paierons pour ça. À ce moment-là, le FMI viendra et dira, Monsieur Mélenchon, oui, s'il vous plaît. vous devez prendre cet argent, donc prendre ces immigrés. Au sujet de l'Europe, justement, puisque les élections européennes vont arriver, à gauche, il y a un sujet de discussion, de débat, j'imagine, entre vous, notamment Madame Tondelier, qui dirige Europe Écologie Les Verts, c'est de savoir s'il y aura moi, je discute avec personne, je ne suis responsable de rien. Est-ce qu'il y aura une liste unique ou pas? Et en gros, il y a un argumentaire d'un côté, c'est si on y va chacun dans notre côté à gauche, on nous additionne, on sera plus puissant que si on y va en liste commune. Vous dites quoi? Vous voulez une liste unique? Ah ben moi, est-ce que c'est une fin de recevoir toutes les autres propositions? mes camarades de la NUPES, nous avons été capables de signer ça. Vous voyez, je vous montre dans les pêcheurs et dans c'est-à-dire 600 propositions communes, dont presque 10 pages sur l'Europe. Donc c'est pas vrai qu'on est divergents. Ce n'est pas vrai. Vous êtes quand même beaucoup plus sceptique sur l'Europe que les écologistes, par exemple. Vous êtes beaucoup plus sceptique. Mais si vous, moi je suis. C'est une question de cohérence. Je vais vous donner un autre exemple. J'appartiens à l'école du matérialisme philosophique. Bon, il y a plein de gens avec qui je milite dans mon parti autour qui ne sont pas de l'école du matérialisme philosophique. On vit très bien ensemble, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire en Europe. En Europe, on ne va pas voter sur la Constitution européenne, il n'y en a pas. On ne va pas voter sur le fédéralisme. On va voter sur des mesures qui concernent, tournez les pages, la spéculation, sur l'argent. Donc vous leur demandez de faire une liste commune absolument pour Mais je vous demande, attendez, je veux maintenant sur ce point répondre avec la plus grande gravité, le plus grand sérieux. Nous ne sommes pas là chacun pour faire cuire notre petite soupe sur notre petit feu. Si nous sommes ensemble, les sondages disent que nous arrivons en tête. C'est-à-dire que nous préparons les élections suivantes, en particulier les élections présidentielles, en étant la première force politique du pays, la NUPES. C'est très important. Nous venons de mener 8 mois d'une bataille terrible contre les macronistes. Nous battrions le Front National. Nous devons notre unité au pays. Nous ne nous appartenons pas. Mais juste pour être très clair, Jean-Luc Mélenchon, si vous ne partez pas ensemble, vous dites la NUPES, c'est terminé. Alors, écoutez, je ne sais pas pourquoi vous faites toujours les réponses à la place des autres. Mais attendez, vous l'avez dit à 20 minutes et simplement j'essaye de préciser votre pensée. Si, c'était même une forme de menace. Je vous cite. 20 minutes m'a dit, est-ce qu'il y a le risque que... Jean-Luc Mélenchon, s'il n'y a pas d'union aux européennes, il n'y en aura pas non plus aux municipales. Pourquoi y en aurait-il une à la présidentielle? Ce sont vos propos dans 20 minutes, c'est une menace. Oui, ça n'est pas ce que vient de dire M. Duhamel. Mais est-ce que vous réitérez cette menace? Attendez, je ne menace personne, madame. Je donne un avis. C'est votre jeu, après avoir dit la NUPES et Mélenchon qui dirigent tout, de manière à essayer de les écœurer. Non, vous êtes arrivé à rien. Vous êtes arrivé à rien. Nous arrivons en tête dans les sondages. 6 élections partielles, nous gagnons un siège. Nous en perdons un, et pour nous le faire perdre, il a fallu que tous les autres, depuis les fascistes jusqu'à monsieur les socialistes hollandais et compagnie, Madame Delga, il a fallu qu'ils se mettent tous d'accord pour nous battre. Par conséquent, nous sommes la force. Mais vous répondez pas à la question. Je dis que la force doit s'exprimer politiquement. Je répète,
Madame, vous venez d'avoir l'honnêteté de lire ce que j'ai dit, pas la traduction de M. Duhamel, mais vous l'avez assorti d'un verbe. Je menace. Je ne menace personne. Je dis ce qui est. Est-ce que Madame, vous échangez? Est-ce que vous discutez? Êtes-vous capable de dire le contraire de ce que je vais dire maintenant? Si nous sommes en liste divisée aux élections européennes, nous serons en liste divisée aux municipales. Oui, madame, je vais vous dire pourquoi. Parce que les Verts décident localement. Donc, nous serons divisés aux élections municipales. Et si nous sommes divisés aux 2 élections qui précèdent l'élection présidentielle, expliquez-moi comment on fait pour expliquer ensuite qu'on se retrouve. Je termine sur une chose, l'Europe, puisque vous m'avez posé la question sur l'Europe. Le président de la République française a plus de pouvoir sur l'Union européenne, son développement, son évolution, les lois qui s'y présentent, que les parlementaires européens. Alors comment va-t-on dire, nous ne sommes d'accord sur rien, donc nous avons des listes différentes aux européennes, mais aux présidentielles où là il y a un pouvoir, alors là on n'aura pas de candidat commun parce qu'il y aura des problèmes à nouveau, il y aura un candidat commun qui aura plus de pouvoir. Supposez que ce soit un insoumis ou une insoumise qui soit candidate ou candidat à l'élection présidentielle. Elle aura naturellement plus de pouvoir en étant élu que n'en auront tous les députés européens français. Par conséquent, si tout le monde m'a bien suivi, je dis que nous avons la responsabilité d'être unis parce que nous le pouvons. Nous avons un programme qui a déjà été signé par tout le monde. Alors moi, la gauche, pardonnez-moi, M. Mélenchon, comme vous avez mentionné vous-même à plusieurs reprises. Je signe un texte, puis après je m'en fous. M. Mélenchon, s'il vous plaît. Oui. Comme vous avez vous-même. Dans cette interview de BFM Politique, Jean-Luc Mélenchon défend une vision profondément critique du gouvernement, de la gestion écologique et des politiques européennes. Sur la question des manifestations écologistes et de Sainte-Soline, il refuse d'assimiler les militants écologistes au terrorisme. S'il affirme ne pas soutenir la violence, il estime que la responsabilité des tensions incombe avant tout au gouvernement et à sa gestion du maintien de l'ordre. L'ancien candidat à la présidentielle alerte également sur la crise climatique et la gestion de l'eau. Selon lui, les sécheresses vont s'aggraver dans les années à venir et l'État n'anticipe pas suffisamment les conséquences du changement climatique. Il plaide pour un partage plus équitable des ressources et une planification écologique plus ambitieuse. Sur les questions internationales, Jean-Luc Mélenchon critique la concentration des richesses incarnées selon lui par Elon Musk et Bernard Arnault. Il dénonce également le rapprochement diplomatique avec l'Arabie Saoudite et appelle à repenser les équilibres économiques mondiaux. Concernant l'école, il insiste sur la lutte contre le harcèlement scolaire et le manque de moyens humains dans l'éducation nationale. Il estime que les débats sur l'abaya ou certaines pratiques religieuses ne doivent pas masquer les difficultés sociales et éducatives. Enfin, sur l'immigration et l'Europe, Jean-Luc Mélenchon défend une approche fondée sur la solidarité entre les pays européens et critique les politiques de fermeture des frontières. Il appelle également la gauche à rester unie afin de constituer une alternative politique capable de peser lors des prochaines échéances électorales. Et si la colère du peuple français avait enfin un livre? Résistance, le combat pour une nouvelle France décrypte les médias, les élites, la crise sociale et le réveil citoyen. Disponible maintenant à seulement 9,99 € au lieu de 14,99 €. Le lien est en description. L'information spectacle vous fatigue? Reprenez le pouvoir sur votre réflexion. Entre technocratie et colère populaire, notre e-book « La République selon Raymond Aron » offre les clés de lecture que les grands médias oublient. Profitez de l'offre de lancement à 9,99 €. Le savoir est une arme. Lien en description. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.